Notre invité du journal est un médecin. Comme vous le savez, le monde entier célèbre ce 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et la République démocratique du Congo n'est pas en reste. La cérémonie officielle a eu lieu au Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province, avec comme thème « Maintenant et égalité ». À Kinshasa, on va parler VIH-Sida, prévalence, mais également tout ce qui entoure la campagne autour de la sensibilisation pour la prévention contre le VIH-Sida avec un médecin. Il n'est plus à présenter, Dr Pascal Chamala, que vous connaissez certainement. Il est directeur du programme national de lutte contre les hépatites virales, médecin spécialiste, je pense que je vais y arriver, en foie hépato-gastro-entérologie. Tout à fait. Docteur Chamala, bonsoir. Bonsoir madame. Alors j'y arrive puisque j'ai fait beaucoup d'exercices de mise en bouche pour ne pas me tromper. Oui. Hépato-gastro-entérologie. Ça veut dire quoi? C'est très... C'est-à-dire que je suis spécialiste dans les maladies... C'est très technique le terme. Oui, dans les maladies du tube digestif, particulièrement hépato, le foie, gastro, l'estomac et entérologie, les intestins, plus le pancréas, et la vésicule biliaire. Donc tout ce qui est tube digestif. Alors ici, je vais vous poser une question puisque la question de santé, c'est une question qui touche tout le monde, on va dire, docteur. Mais il y a beaucoup d'apéprisme, il y a beaucoup des racontards, il y a beaucoup des choses qui se disent, alors, et encore qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, une question d'abord un peu plus banale. Certaines personnes disent qu'il y a des maladies qui ne sont pas des maladies africaines et des maladies congolaises. Comme si c'est compliqué le terme, on dit que est-ce qu'il existe aujourd'hui des maladies pour des blancs, des maladies pour des nègres et pour des Congolais? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que maintenant le monde est devenu petit. Il y a des interactions, les voyages, etc., qui font qu'une maladie qui se trouve dans une partie du pays peut être transmise dans une autre partie du globe. Nous avons vu venir le VIH, ou plutôt le Covid-19 ici. C'est venu par Ndjili. Et depuis lors, nous sommes tous atteints. Il y a certaines maladies qu'on va trouver beaucoup plus dans un pays que dans un autre, mais il n'y a pas de maladie typiquement pour le Nord ou typiquement pour le Sud. Et donc vous avez en charge le programme de lutte contre les hépatites virales. Oui, les hépatites virales, c'est une pandémie bien loin avant les hépatites, avant les VIH, bien loin avant la Covid, mais qui est négligée. On ne sait pas pourquoi. Mais enfin, il y a des problèmes économiques là-dedans. Négligé par qui? Négligé et par les médecins, par les décideurs, en tout cas par le monde scientifique, financier. Le monde financier. Par le monde financier, oui. Parce qu'en scientifique, nous avons fait des progrès. À l'époque, il n'y avait pas de vaccin contre ces maladies, mais depuis lors, il y a un vaccin contre le virus de l'hépatite B. Il n'y avait pas des médicaments efficaces qui guérissaient. Actuellement, nous avons des médicaments qui, en 3 mois, nous permettent de guérir les gens. Donc, il y a eu du progrès. On en guérit. Oui, on en guérit, sauf que... Quand on le découvre, à quel stade? Ah oui, quand on les découvre, au début, par exemple, il faut que le pays s'organise pour faire des dépistages systématiques. C'est parce qu'on fait des dépistages systématiques qu'on va découvrir les gens qui sont positifs ou qui sont négatifs. S'ils sont positifs, quand on commence les traitements à temps, 6 mois suffisent pour que la personne soit guérie, mais vraiment guérie. Si on ne le fait pas, la personne va vivre en se disant qu'elle est en bonne santé, parce que ce sont des maladies silencieuses, mais finalement tueuses. Eh bien, elles vont se découvrir lors des complications, notamment en cas de cirrhose, notamment en cas de cancer. Et là, c'est déjà fini. Les chiffres de ceux qui souffrent de l'hépatite virale. Les chiffres dans le monde... Dans le monde et dans le pays. Oui. Dans le monde, nous avons 400 millions de personnes qui souffrent de ça. Mais dans ces 400 millions de personnes, il n'y a que 5%
de personnes qui sont au courant de ce que c'est une hépatite. Mais c'est très grave. Donc il y a 380 quelques millions qui se promènent avec la maladie Sans savoir. Sans savoir. Ils vont la transmettre sans savoir. Et voilà, si nous ne faisons pas un effort de sensibilisation, nous allons atteindre des chiffres de plus en plus grands. Ça se transmet par voie sexuelle? Alors ça se transmet par le sang. Okay. Donc ça peut être le sexe, ça peut être les transfusions, ça peut être les objets pour les dames. Tranchant. Quand vous allez vous faire les ongles, les choses. Allez, c'est ça. Ça peut aussi être une opportunité d'avoir ça. Donc avoir le hépatite aujourd'hui est semblable au mode de transmission. Absolument, le mode de transmission est le même que c'est d'ailleurs des virus cousins, si je peux dire. Hein, des mêmes familles, on va dire. Oui, ce sont des virus. D'abord, ils sont tous des virus, mais en plus, leur substance, l'ADN ou l'ARN, est là pour différencier les deux, mais ce sont des cousins. Est-ce qu'aujourd'hui, docteur, quand on parle finalement, on va parler VIH-Sida, puisque c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, on peut aujourd'hui guérir du sida? On peut maîtriser le sida, pas guérir. Je m'explique. Avec les traitements actuels, il est possible de faire en sorte que la personne qui était positive garde sa positivité, parce que ce sont des anticorps en fait qu'on dose, mais la charge virale, c'est-à-dire que la quantité de virus dans son corps va nettement diminuer jusqu'à ne pas être détectée dans certaines limites. Alors, mais cette personne-là n'est pas guérie de sida. Jusqu'à ne pas être détectée. Oui, c'est ça. Donc, il y a des limites à des machines. Ça veut dire que dans certaines machines, on va y arriver, quand quelqu'un suit correctement son traitement, il peut arriver que vous allez vous faire dépister et qu'on vous dise que vous n'êtes pas malade. Qu'on vous dise que vous n'avez plus de virus. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus malade. Et donc, il y a des machines qui ont un seuil. C'est-à-dire que le seuil le plus utilisé, c'est de plus ou moins une dizaine de virus par millimètre mètre cube. Et donc, au millilitre plutôt, quand quelqu'un a une charge virale de 10 par exemple, et que l'appareil ne peut détecter qu'au-dessus de 10, c'est-à-dire il s'arrête peut-être à 15, l'appareil. Et donc, la personne qui va avoir 10 ne sera pas détectée par l'appareil. Parce que le seuil de l'appareil, c'est 15, par exemple. Et donc, on ne peut pas dire que la personne est guérie, on va simplement dire qu'on n'a pas détecté dans les limites de l'appareil. Et ça s'applique pour les personnes qui suivent correctement le traitement? Ça s'applique pour les personnes, toute personne, avant de commencer le traitement, on calcule la charge virale. C'est dans les millions. Et donc, alors, pour suivre le traitement, nous avons besoin de ces monitorings pour voir si les médicaments sont efficaces. Et donc, à un certain moment, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, la charge virale, au départ, est en diminution. Et à un certain moment, cette charge virale ne sera plus détectable par la technique qu'on a utilisée. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un n'a plus de charge virale n'a plus beaucoup de microbes dans le corps, ou quand on dit qu'il devient maintenant indétectable? C'est quoi les conséquences? La personne retrouve la santé? Est-ce que la personne peut toujours transmettre la maladie pour le cas de la mère à l'enfant? Est-ce qu'on arrête le traitement? Est-ce que vous, en tant que médecin, il y a des médicaments que vous donnez ou que vous réduisez? Comment ça se passe concrètement pour une personne qui atteint ce stade-là? Ok, la personne qui reçoit les médicaments, l'objectif c'est de faire en sorte que la charge virale soit indétectable. Parce que le fait que ce n'est pas détecté, c'est-à-dire qu'il a un niveau tellement bas qu'il ne peut plus transmettre la maladie. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a un niveau tellement bas que les virus qui seraient présents
à 2 ou 3 ou 15, hein, ces virus-là ne vont pas abîmer davantage son système immunitaire. Parce que c'est ça le problème avec les sida. Le problème, c'est que lorsque vous êtes contaminé, vous allez abîmer votre système immunitaire. C'est ce que les Congolais appellent Nzambazo Sala. Nzambe a mis en nous cet appareil, ce système immunitaire qui nous défend contre les maladies. Donc, parfois même quand nous n'avons pas pris de médicaments pour telle ou telle maladie, nous guérissons. Pourquoi? Parce que notre système immunitaire fonctionne. Mais le sida, qu'est-ce qu'il fait? Le VIH, qu'est-ce qu'il fait? Il vient détruire cette machine. Et donc, vous avez il faut le renforcer maintenant. Absolument. Avec des antirétroviraux. Voilà. Vous avez beau aller chez le pasteur, si vous avez ces systèmes détruits, bon, les miracles, il n'y en aurait pas beaucoup. Mais vous y croyez quand même? Oui, bien, je crois. Des miracles, que Dieu peut guérir. La foi guérit plus que... Nous sommes souvent psychosomatiques. Je peux vous dire, madame, vous venez, vous me dites, je souffre d'ulcère de l'estomac. Si vous avez confiance en moi, et je vous donne un médicament, vous allez guérir. Ce médicament, ça peut être simplement de l'eau. Je peux dire, madame, prenez ça, parce que dans ma tête, je vois que ce que vous dites, ce n'est pas un ulcère. Mais je vais vous donner cette eau-là, vous allez guérir. Et la foi peut guérir aussi. La foi guérit. Alors Jésus disait, je vais, levez-vous et marchez, votre foi vous a sauvé. Il ne disait pas que je vous ai guéri. Il a dit, votre foi vous a sauvé. Ok. Personne indétectable. Ouais. Vous stoppez le traitement? Non, on ne stoppe pas les traitements parce que je vous ai dit que le fait que le virus n'est pas détectable, ça ne veut pas dire qu'il a quitté votre corps. Et donc, nous avons vu des gens qui, parce qu'ils ont été mal informés, ils ont cessé de prendre les médicaments. Conséquence, quelques temps après, la maladie reprend. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on voit que le médicament avance bien? La personne reprend le poids, il a la capacité de se défendre contre les infections parce que son taux de CD4, les CD4 sont des cellules spéciales, des globules blancs qui nous défendent contre les infections. Eh bien, ce taux va de nouveau remonter. Donc, on a des indicateurs qui nous montrent que la santé va bien lorsque la personne prend les médicaments. Est-ce qu'aujourd'hui, docteur, en République démocratique du Congo, vous avez l'impression que de plus en plus la campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida porte des fruits ou qu'il y a peut-être un relâchement dans le comportement des uns et des autres? En tout cas, depuis l'apparition du sida dans notre pays, nous avons vu qu'il y avait une évolution très favorable. Parce que je vous dirais que dans la ville de Kinshasa, on avait un taux de prévalence de 8%, 8 à 9%. Et actuellement, ce taux est à 1,6%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur 100 personnes dans la ville de Kinshasa qu'on examinait, on trouvait qu'il y avait 8 personnes sur 100, c'est ça le taux de prévalence, qui étaient malades. Vous n'avez qu'à multiplier par le nombre de gens qu'on connaît pour savoir plus ou moins dans Kinshasa il y a combien de gens. Mais actuellement, ce chiffre est passé de 8 à 1%. Qui sont les plus touchés? Les plus touchés, d'après les enfants, choses, les jeunes. on voit que ce sont les femmes. On voit que ce sont les femmes, ça c'est dû peut-être au mode de vie que nous avons. Ces femmes subissent pendant les guerres, des choses comme ça, des violences sexuelles qui sont utilisées comme armes de guerre avec des conséquences. Effectivement. Et donc, c'est ça. Mais maintenant, nous avons une crainte. Nous avons une crainte, c'est quoi? C'est quoi? On nous a fait peur, on nous fait peur pour la Covid-19. Et donc, à cause de la Covid, de la peur, je dirais, qu'on nous a inspiré sur la Covid, toute la pyramide sanitaire, je pourrais dire, c'est-à-dire le gouvernement, les provinces et la population, tout le monde a braqué son attention sur la Covid et sur, excusez-moi le terme, les avantages financiers qui en découlent. Et donc, tout le monde est de ce côté-là. Conséquence, même ceux qui fournissent les médicaments contre le virus du sida, ben ces gens ont les mêmes problèmes de Covid chez eux. Alors, ils préfèrent garder cet argent qu'ils donnaient aux pays pauvres pour pouvoir fabriquer des vaccins et les vendre aux pays pauvres. Alors, docteur, l'accès au traitement, est-ce qu'il y a accès égalitaire au traitement
des personnes vivant avec le VIH en RDC? Dans le monde entier, il n'y a pas un accès égalitaire. D'ailleurs, le Nord a un accès beaucoup plus facile que le Sud. Les pauvres ont un accès moins facile que les riches. Alors, c'est pour cela que cette année, le thème, c'est maintenant égalité. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que lorsqu'il y a des inégalités, c'est ça qui favorise le réveil de la maladie. Et donc, nous avons fixé un objectif 2030. Il faudra que d'ici 2030, c'est déjà depuis 2016, 2030, il faudrait que la menace du VIH soit éradiquée, menace sur la santé publique soit éradiquée. Et si nous allons dans ce sens-ci, où il y a des inégalités, on n'atteindra pas 2030. Et vous savez que 2030, c'est l'année où on espère, le monde espère atteindre les objectifs du développement durable. Alors, dans l'avancement de la technologie, la médecine évolue au jour le jour. Est-ce que ici, la RDC suit également le pas des chercheurs européens, des chercheurs américains dans la lutte contre le VIH-Sida, par exemple la mère à l'enfant? Est-ce qu'aujourd'hui, de plus en plus, vous avez des cas, des enfants qui naissent sains, mais des mères porteuses du VIH? Tout à fait. Nous avons maintenant des techniques. Ce qui est bien chez nous, enfin bien entre guillemets, c'est que nous recevons tout ça du Nord. Mais bon, ça aggrave notre facture, mais ce n'est pas ça grave. Et donc, les techniques qui se passent au Nord, nous les avons aussi dans notre pays. Par exemple, dans la transmission de la mère à l'enfant, on sait qu'une maman qui est diagnostiquée alors qu'elle est grosse, elle va continuer à prendre son traitement comme si de rien n'était. Et cette maman, quand elle accouche, si on ne fait rien, il y a 75% de mamans qui vont accoucher d'un enfant normal, donc qui n'est pas contaminé. Mais il y a quand même 25% qui naissent avec le VIH. Alors, avec cette menace du VIH. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il existe maintenant un traitement qu'on donne, on continue le traitement de la maman à l'enfant dès la naissance pour faire en sorte que l'enfant n'attrape pas. Et donc, le pourcentage passe de 75% à 98-97%. Donc, et à ces gens des femmes, vous les avez rencontrés? Et ça existe dans notre pays. Quand vous étiez au clinique Galiema? Oui, il y a eu des cas comme ça, des femmes qui sont venues? Absolument, et dont les enfants ont reçu les traitements en pédiatrie, en suivi. Des enfants sains? Des enfants qui naissent sains, qui ont le risque, parce que leur maman est positive, qui ont le risque d'attraper la maladie à la naissance, pendant l'accouchement par exemple. Alors qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant dont nous savons que la mère est positive, on va lui donner un traitement, je dirais préventif, qui fera que après quelques mois, on va contrôler, cet enfant n'aura jamais été en contact avec. Et là, vous interdisez à la mère d'allaiter le bébé? Oui, il est interdit d'allaiter le bébé, encore que le virus ne se trouve pas dans le lait maternel. Okay. Mais le problème avec le lait maternel, c'est que l'enfant, c'est vrai qu'à cet âge-là, il n'a pas de dents, mais enfin, la maman peut se blesser. Alors si elle se blesse au niveau du téton, c'est à partir de ça. Donc une mère séropositive qui accouche d'un enfant sain peut l'allaiter peut-être jusqu'à 4-5 mois? En tout cas, d'après ce que je connais... C'est un risque que vous ne voulez pas prendre ou Non, je suis parent aussi, donc j'ai des enfants qui vont avoir des enfants. Et donc, je ne vais pas commencer à dire j'ignore le problème, soi-disant parce que je ne suis pas gynécologue ou obstétricien. Non, je pense que dans le temps actuel, on a estimé que l'enfant doit être nourri exclusivement au sein, au lait maternel. Jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois. Mais comme il y a des risques, il y a toujours des risques, des lésions, etc., je crois qu'on déconseille aux mères de faire ce genre de choses. Ce que je pense qu'on fait, c'est de pouvoir extraire le sein de la mère et le passer à travers un biberon pour que l'enfant puisse être exclusivement nourri au sein. Aujourd'hui, quand on regarde tous ceux qui viennent
tous ceux qui vont se faire soigner. Est-ce que vous pensez que vous avez surmonté l'autre difficulté dans la sensibilisation contre le VIH-Sida, notamment la stigmatisation? C'est ça le plus grand problème, docteur, dans notre pays. Est-ce que les chiffres, est-ce que vous avez l'impression qu'on avance vers une acceptation totale ou il y a encore des risques et des cas de rejet qui font que des personnes qui sont porteurs de VIH se cachent et refusent d'aller se faire soigner, et dans tout le cas, les conséquences sont que certaines transmettent également les maladies? Oui, effectivement. Ou la maladie. C'est dans ces cadres-là qu'il y a ce mot de ce thème d'égalité. Maintenant, égalité. Il y a de l'injustice dans le traitement des gens qui sont négatifs et des gens qui sont positifs. Il y a un comportement de stigmatisation qui fait que les gens vont se cacher. Par exemple, on nous dit que il faut faire en sorte que, en consultation par exemple, les gens de VIH viennent à tel moment pendant que les autres viennent à d'autres moments. Bon, là, il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que les gens qui savent que mardi, par exemple, le docteur Chamala ne reçoit que les PVV. Mais c'est de la stigmatisation. Et donc, c'est des choses qui n'existent pas, qui ne doivent pas exister. Mais en tout cas, moi, c'est pas comme ça. Tout le monde est sur le banc et on reçoit chacun à son tour et chacun sort avec son diagnostic et son traitement. Et donc, c'est ça. Mais la stigmatisation existe. Elle existe même dans les couples. Dans les couples, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai dit à la personne qui est positive, si c'est un homme, de faire en sorte que sa femme vienne pour que je lui donne l'information si lui-même ne sait pas transmettre l'impression. Ils ne sont jamais venus avec leur femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et par contre, ils viennent 1 an ou 2 ans plus tard en te disant « Docteur Topesi au combo ». Et donc, il a quand même accouché avec sa femme, qui était peut-être qui n'avait pas des choses, qui n'avait pas le virus, et qui, par ce fait que le monsieur a refusé de transmettre l'information à sa femme, il a laissé attraper la maladie. Mais on voit ça aussi dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, quand c'est un homme qui est atteint et qui est hospitalisé, il est d'une méchanceté extraordinaire vis-à-vis de sa femme. Mais la femme continue à venir parce que, bon, c'est quand même son mari. Mais le contraire, je ne l'ai pas vu beaucoup. Une femme qui serait malade et dont le mari serait tout le temps là, je n'arrive pas vu beaucoup qui ont cette solidarité-là continue. Et donc, il y a dans le traitement des personnes vivant avec le VIH un comportement discriminatoire qu'on demande de faire en sorte que ça disparaisse. C'est ça le mot d'ordre de cette année, que ça disparaisse, parce que quand ça existe, il y a des gens qui vont avoir un comportement tel que ce que je viens de condamner et qui va faire contribuer la maladie. On va terminer cet entretien, docteur, par ces 2 petites questions. Est-ce que les tradis praticiens peuvent guérir le VIH-Sida? Bon, les tradis praticiens, je dirais carrément qu'ils ne peuvent pas guérir le VIH-Sida parce qu'ils n'ont pas le diagnostic d'abord. Comment pose-t-il le diagnostic de VIH-Sida? Est-ce que le VIH-Sida, c'est l'amaigrissement? Est-ce que le VIH-Sida, c'est la température? Non. Sida. Dit, vous avez les lèvres roses, ça veut dire que. C'est ça. Sida. Ouais, ça, ce sont des choses qu'ils disent. Mais tu peux avoir une stomatite pour n'importe quoi. Il y a des gens qui ont les sida qui n'ont pas les lèvres rouges. Est-ce qu'on peut regarder quelqu'un comme ça et dire telle personne a le VIH? Non. Non. Bon, pour nous qui avons ça au quotidien, effectivement, on peut penser que... parce que c'est en fait, SIDA, ça veut dire syndrome d'immunodéficience acquise. Parce qu'il y a des immunodéficiences congénitales. Il y a des gens qui naissent avec ça pour des raisons diverses. Et donc, syndrome, c'est-à-dire un ensemble de signes. Il n'y a pas seulement un signe, l'amaigrissement ou la température ou je ne sais pas quoi, qui va faire dire que non. Il y a un ensemble de signes qui vont, vous le médecin, vous faire évoquer le diagnostic de sida.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a des signes qui vont montrer que le système immunitaire ne fonctionne pas bien. Par exemple, il y a certains diabétiques qui sont sida. Il y a des gens qui reçoivent certains médicaments contre les cancers qui sont sida. Ils vont avoir leur système immunitaire détruit par le traitement ou par la maladie. Alors, ces gens-là, ils vont maigrir, ils vont avoir des signes sans être VIH, donc sans avoir le virus. Dernière question, est-ce que en tant que médecin et le travail que font des chercheurs, vous pensez que on arrivera un jour à guérir complètement du sida comme on le fait aujourd'hui pour la malaria ou oui, pour l'hépatite? Absolument, ça va prendre du temps. Encore ça va prendre du temps, mais oui, écoutez, la malaria existe depuis combien de temps? Et jusqu'à ce jour, on n'a pas encore un vaccin. Il y a des études qui se font dans certains pays actuellement sur les vaccins. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a que dans le cas du Covid qu'on a eu un vaccin en un temps record. Et puis quand tu regardes, ce n'est pas à vous que je vais commencer à donner ce genre d'informations, vous les avez certainement. Il y a le chose des États-Unis, la Cour suprême des États-Unis, qui a dit que les vaccins qui sont là sont des vaccins qui n'ont rien de vaccin. Est-ce que c'est un fake news ou quoi? À vous de vérifier cela. C'est pour dire que fabriquer un vaccin en un temps aussi record, ça n'avait jamais été fait. Bon, la technique est différente, certes, mais voilà. Donc, je pense qu'un jour, on va certainement trouver... Est-ce qu'autour des chercheurs, pour certains, les mauvaises langues disent que c'est un gros, on va dire, fonds de commerce, et ce qui fait que les médicaments auraient été trouvés, le vaccin aurait déjà été trouvé, mais qu'on gèle, puisque sinon, les entreprises vont fermer, les laboratoires vont fermer. Ça, ce sont les news du réseau social, donc on ne saura pas dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Bon, il y a tout, il faut savoir faire la distinction entre le vrai et le faux, et c'est pas facile. Mais parlons de VIH/SIDA, il y a certains médicaments que actuellement, quand vous les prenez pendant un certain temps et que vous avez un comportement à risque, vous pouvez échapper à la maladie. Ces médicaments existent. Je ne vais pas en parler parce que sinon, ils feront de l'automédication. Et l'automédication dans notre pays est tout plein, mais effectivement, il existe certains médicaments qu'on prend qui font que malgré un comportement à risque, vous êtes épargné. Donc, un jour, le vaccin viendra. Et ces médecins qui eux-mêmes stigmatisent les malades. Je connais un ami personnellement qui est tombé malade, je ne cite pas le nom de l'hôpital, mais à Kinshasa, vers Matete, quand il est allé, les médecins se sont rendus compte qu'il était porteur de VIH, c'est un garçon, et c'est tout le monde qui venait dans sa chambre, les infirmiers, les médecins, les laborantins, le personnel de l'hôpital, jusqu'au point qu'il s'est senti gêné. Et moi-même, j'ai conseillé à l'ami d'aller vers Cabinda, parce que là-bas, et ces genres de médecins, de personnel soignant eux-mêmes qui stigmatisent les malades. Docteur, est-ce que ça vous arrive d'en parler dans vos rencontres que c'est pas bon ce qu'ils font, les médecins congolais? Effectivement, c'est contre l'éthique professionnelle. Et il y en a même qui parlent des cas de leurs malades. C'est ça, c'est contre l'éthique professionnelle et c'est condamné par le tribunal des médecins. Mais bon, dans notre pays, en tant que professionnel de santé, on devrait être un peu plus haut par rapport à la population générale. Malheureusement, on se comporte comme la population générale et c'est dommage. Rappelez-vous, quand nous avons eu le premier cas de Covid-19, comment un certain hôpital s'est vidé, où les médecins sont partis comme les malades hospitalisés parce qu'il y avait ces cas, le premier cas que nous avons découvert dans notre pays qui est arrivé. Et donc, c'était un comportement condamné par le Conseil national de l'ordre des médecins, mais vous savez, les valeurs sont en train de détruire au niveau de toutes les couches de notre population et c'est dommage que nous, médecins, nous suivions cette voie-là. Dernière question. On entend aussi dire que moi je n'attrape pas le sida. Quelqu'un te dire il existe une catégorie, une race des personnes qui ne peuvent ou qui n'attraperont jamais le sida, le VIH, quel que soit le cas, docteur.
Oui, il ne suffit pas de dire moi je, encore faut-il qu'ils aient un comportement qui soit dans le sens. Mais dans l'histoire du sida, effectivement, on a découvert un groupe de prostituées, je crois que c'était au Kenya ou en tout cas on va parler des à l'Est, voilà, Kenya, etc. Ouais. Des personnes qui avaient un comportement tout à fait à risque, mais ce groupe de femmes n'avait jamais attrapé la maladie. Et je crois qu'il y a des études là-dessus pour essayer de savoir qu'est-ce qu'elles ont pour les protéger. Mais c'était déjà depuis très longtemps. Je pense que déjà on a trouvé la réponse et qu'elle permet de faire certaines études. Mais pas ici. Ici, je ne sais pas dire. Ici, il y a trop de quinoiseries. Et donc, il faut éviter de prendre... Parce qu'on dit des choses, on ne documente pas. Exact. Hein? Hier, par exemple, j'ai entendu dans les discours du président, les gens disent que les ministres sont corrompus. Ok, c'est bon, c'est bien de les dire. Mais encore faut-il que vous montriez des preuves. Il ne faut pas comme ça stigmatiser les gens sans soubassement. Et donc, c'est quinoa, mais c'est mauvais. En parlant du président de la République, c'est vous qui me mettez un peu l'eau à la bouche. L'idée de la couverture santé universelle, vous, en tant que médecin, comment vous... C'est quelque chose qu'il faut absolument tout faire pour pouvoir protéger, ou plutôt permettre l'accès aux soins par la population. Et ça, c'est, à mon avis, ce qui traduit ce slogan « Le peuple d'abord ». Merci beaucoup, docteur Pascal Chiamala, directeur du programme national de lutte contre les hépatites virales, d'être passé sur les antennes d'A30, commenter l'actualité, notamment la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Merci, madame, de m'avoir invité. Ainsi se termine cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Le prochain, c'est demain avec un nouvel invité. Portez-vous bien et très bonne suite de programme. Bonsoir.